Un vieux vélo peut être considéré comme le bien le plus précieux. Une vache vaut parfois plus que le solde d'un compte bancaire. Et comment allez-vous maintenir votre vie quotidienne si vous n'avez même pas $1 dans votre poche? C'est le Burundi, un petit pays situé au cœur de l'Afrique, souvent qualifié de pays le plus pauvre du monde. Mais le Burundi n'est pas seulement une histoire de pauvreté. Qu'est-ce qui fait qu'un pays manquant presque de tout n'est pas encore complètement effondré? Numéro 1. La lutte pour la survie au cœur du pays des millions de sourires. Comment maintenir la vie d'une famille de 8 personnes avec moins $1 par jour? Les habitants du Burundi vous aideront à répondre à cette question. Ce pays, qui ne s'étend que sur 28 000 km², soit l'équivalent de l'État du Maryland aux États-Unis, doit supporter une population énorme de 13 millions d'habitants. La densité de population au Burundi est l'une des plus élevées d'Afrique, exerçant une pression terrible sur chaque mètre carré de terre. Le problème réside dans le fait que 90% de cette population ne vit pas dans des immeubles, mais est densément répartie dans des zones rurales isolées. Avec une économie entièrement dépendante d'une agriculture rudimentaire, le fait qu'un trop grand nombre de personnes exploitent une superficie de terre limitée a conduit à l'épuisement des ressources naturelles. Vous pouvez facilement rencontrer des familles de 6 à 8 membres vivant dans des huttes en terre battue où les enfants grandissent sans jamais avoir vu la lumière d'une ampoule électrique. L'absence d'un système d'eau potable oblige les habitants à marcher pendant des heures pour puiser de l'eau dans des rivières ou des puits peu sûrs. La situation géographique, complètement isolée de l'océan, constitue un verdict économique pour ce pays. Le Burundi n'a pas de côte maritime, ce qui signifie que toutes les activités d'importation et d'exportation doivent passer par le territoire des pays voisins. La distance entre la capitale Gitega et le port le plus proche en Tanzanie dépasse 1000 km. Imaginez, chaque litre d'essence ou chaque sac de riz qui arrive ici doit supporter des frais de transport supplémentaires de 30 à 40% par rapport au prix d'origine. Pour un pays où la circulation de l'argent est déjà faible, cette augmentation des coûts logistiques étouffe toutes les opportunités commerciales et transforme les produits de base en articles de luxe. Les indicateurs financiers des habitants ici sont un véritable choc pour quiconque vit dans de grandes villes du monde. Depuis des décennies, le Burundi est continuellement classé par des organisations internationales comme le pays le plus pauvre de la planète, avec un PIB par habitant ne dépassant guère 200 à 300 $ par an. Pour mieux comprendre, le revenu mensuel d'un travailleur ici ne s'élève qu'à environ 10 à 15 $. Cette somme ne suffit même pas à acheter un déjeuner ordinaire à New York ou à Londres, mais représente la seule source de subsistance d'une famille nombreuse. Cependant, le nom pays, des 1000 sourires, apparaît comme un paradoxe incroyable au milieu de ce tableau de pauvreté extrême. Malgré le fait d'être constamment sur la liste des pays les plus malheureux du monde, l'attitude des Burundais va à l'encontre de toutes les prévisions. Ils possèdent un réseau communautaire si étroitement lié qu'il en est presque incroyable, où la vie privée est mise de côté au profit de l'entraide. Un morceau de manioc ou un peu d'eau peuvent être partagés avec des voisins en difficulté. L'hospitalité et les sourires radieux des habitants ne sont pas le reflet de la richesse, mais l'unique arme spirituelle qui les aide à faire face à une réalité de pauvreté sans issue. Mais s'il y a une force qui maintient réellement le Burundi à flot, au milieu de la pauvreté et du manque, ce n'est ni le gouvernement ni les organisations internationales. Ce sont des millions de femmes anonymes qui portent silencieusement ce pays sur leurs épaules chaque jour. Numéro 2. Femmes du Burundi. Des épaules qui portent toute une nation. Que ressentez-vous lorsque vous devez vous lever à 4 heures du matin, marcher des kilomètres avec un seau d'eau de 20 litres sur la tête et un enfant qui s'endort sur le dos juste pour commencer une journée de travail de 16 heures? Au Burundi, les femmes sont appelées la colonne vertébrale du pays car elles représentent plus des 2/3 de la main-d'œuvre agricole. En 2022, le journal The Times les a qualifiées de femmes les plus travailleuses de la planète. Elles ne se contentent pas de travailler dans les champs sous le soleil brûlant de l'Afrique centrale, mais elles assument également toutes les tâches ménagères, de la cuisine à la garde des enfants. L'image emblématique est celle de ces femmes dotées d'un équilibre extraordinaire. Elles portent des fagots de bois, des seaux de ciment ou des sacs de marchandises pesant jusqu'à 70% de leur poids corporel tout en marchant avec grâce un morceau de tissu sur la tête. Cette force extraordinaire
à forger une beauté qui ne provient ni de cosmétiques, ni de salles de sport modernes, mais qui est le fruit d'un dur labeur, sous le soleil et le vent. Selon le terrain, vous remarquerez des traits distinctifs. Les femmes des montagnes ont des visages anguleux, avec des yeux profonds, tandis que celles des vallées possèdent des corps agiles et des lignes plus douces. Cependant, ce qui les unit, c'est une force silencieuse. Les femmes burundaises n'ont pas besoin de hausser le ton pour affirmer leur statut. Leur capacité de travail et leur rôle de médiatrice au sein des communautés les transforment en leaders informels d'une grande autorité. Cette résilience découle d'un système éducatif familial extrêmement normatif et discret. Dès leur jeune âge, les filles apprennent l'esprit de pudeur, une modestie mesurée pour établir des limites et protéger l'honneur de la famille. Elles détiennent les secrets sociaux, maîtrisant parfaitement les rituels et les règles tacites que même les hommes oublient parfois. Cette discrétion n'est pas une faiblesse, mais plutôt un moyen de maintenir l'ordre et les traditions à travers les générations, faisant d'elles des épouses dévouées et fidèles. Bien qu'elles soient des piliers, la vie conjugale des femmes ici est encore marquée par des coutumes archaïques et des pressions démographiques. Dans les zones rurales, le mariage reste souvent un arrangement entre familles. Pour une famille pauvre, la dot que le mari apporte peut parfois se limiter à une houe, symbole d'engagement au travail, tandis que pour une famille plus aisée, elle peut être une vache. Cette mentalité ancienne a conduit environ 20% des femmes à être mariées avant l'âge de 18 ans. Cela a entraîné un des taux de natalité les plus élevés au monde, avec une femme moyenne donnant naissance à 5 ou 6 enfants, créant un fardeau énorme sur des épaules déjà épuisées. Cependant, derrière cette façade conservatrice, la culture burundaise cache une paradoxale humanité nommée kunyaza. Il s'agit d'une technique intime traditionnelle dans la vie conjugale, où le plaisir de la femme est placé au plus haut niveau de priorité. Cette autonomie commence à se répandre plus fortement des zones urbaines vers les campagnes. Dans la capitale Bujumbura, vous verrez des femmes modernes éduquées et habillées librement qui commencent à transformer le visage du pays. Pendant ce temps, dans les villages, des organisations de soutien aident les femmes à apprendre à lire et à acquérir de nouveaux métiers, comme le tissage ou la culture de légumes biologiques, afin qu'elles puissent réellement prendre le contrôle de leur économie. Les femmes burundaises ne sont plus seulement des porteuses d'eau, elles deviennent de nouveaux piliers économiques, réécrivant elles-mêmes leur avenir et celui de leur famille. Mais l'intensité du travail des femmes burundaises n'est pas motivée par l'ambition de s'enrichir, mais simplement pour échanger cela contre un repas suffisant pour survivre. Numéro 3. Quand le repas est un pari avec la vie. Si après une longue journée de travail acharné, la seule quantité de viande que vous pouvez consommer est de seulement 14 grammes, soit moins d'un quart d'un morceau de viande haché dans un hamburger ordinaire aux États-Unis, combien de temps pensez-vous pouvoir tenir ? Ce chiffre place le Burundi au rang de 3e pays avec la plus faible consommation de viande au monde. Alors qu'un habitant des pays développés peut consommer des dizaines de kilogrammes de viande chaque année, ici, les protéines animales sont un luxe presque inexistant dans le menu quotidien. L'élément principal de chaque repas pour les habitants se résume à l'ugali, une pâte dense et insipide faite de maïs ou de manioc compressé, accompagnée d'un peu de haricots bouillis. L'objectif de ce repas n'est pas de fournir des nutriments, mais simplement de créer une sensation de satiété illusoire pour tromper un estomac qui gargouille. Cette pénurie alimentaire a plongé 70% des ménages au Burundi dans l'incertitude quant à la provenance de leur prochain repas. Pour la majorité de la population, avoir 2 repas par jour est un rêve inaccessible. Ils se contentent de survivre avec un seul repas, souvent pris en fin d'après-midi. Le manque sévère de micronutriments tels que le fer et le zinc a conduit à une génération d'enfants souffrant de malnutrition sévère, de retard de croissance et de troubles du développement intellectuel. Les enfants ici grandissent avec une stature bien inférieure aux normes internationales, portant les séquelles physiques d'un corps affamé dès la grossesse. Lorsque le corps est épuisé par la malnutrition, les habitants doivent également faire face à une autre calamité appelée crise sanitaire. Dans les pays développés, il y a en moyenne un médecin pour 300 à 500 habitants. Mais au Burundi, ce ratio est presque inimaginable. Un médecin doit s'occuper de 35 000 personnes. Oui, vous ne rêvez pas, 1 pour 35 000. Cette pénurie de personnel médical signifie que si vous tombez malade, vos chances de recevoir des soins spécialisés sont presque nulles. Les centres de santé pauvres et manquant de médicaments et d'équipements de base ont transformé des maladies courantes, comme la diarrhée ou le paludisme,
en véritable sentence de mort pour les plus démunis. Ici, la vie et la mort ne sont parfois séparées que par quelques dollars pour acheter des médicaments. Mais même, cette somme dérisoire est hors de portée de millions de personnes. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de cette crise de la faim, le Burundi possède un type d'aliment qui s'infiltre presque dans tous les recoins de la vie quotidienne. Numéro 4. Le pouvoir incroyable de la banane. Ici, il existe un fruit qui n'est pas seulement destiné à être mangé, mais qui est également utilisé pour payer les dotations, pour fabriquer de la bière, afin que tout le village puisse se saouler, et, même comme ingrédient, pour produire du savon à lessive. Quotidiennement. Au Burundi, si vous n'avez pas de banane, vous n'avez rien. Ce fruit n'est pas un dessert comme le consomment souvent les Américains ou les Européens, mais il est considéré comme de l'or vert, l'épine dorsale de l'économie et de la gastronomie nationale. Les bananes sont présentes à tous les repas du matin au soir. Les habitants cuisent des bananes vertes comme les Occidentaux cuisent des pommes de terre, les font frémir comme plat principal, ou les écrasent en farine pour préparer des aliments pour bébés. Pour des millions de personnes ici, les bananes constituent la seule source de glucides et d'énergie, leur permettant de travailler dans les champs brûlés par le soleil. Au-delà d'un simple aliment, les bananes jouent un rôle de monnaie d'échange dans les zones rurales. Dans des endroits où le dollar ou les billets de banque sont un luxe, les gens échangent des bananes contre des vêtements ou d'autres produits de première nécessité. Même lors des mariages traditionnels, la dot la plus importante que le marié apporte n'est pas des bijoux précieux, mais des régimes de bananes chargés de fruits. Cela symbolise l'abondance et constitue l'engagement le plus concret du mari à ne pas laisser sa femme et ses enfants souffrir de la faim. La culture de la consommation de ce fruit atteint un nouveau sommet avec la bière Urwarwa, la boisson nationale du Burundi. Cette bière est fermentée à partir de bananes mûres mélangées avec du sorgho ou des herbes locales pour créer un taux d'alcool caractéristique. Lors des fêtes ou des mariages, vous verrez des dizaines d'hommes rassemblés autour d'un énorme pot en céramique, chacun tenant une longue paille en roseau pour boire de la bière à partir d'une seule source. Ce n'est pas seulement une question de boire de la bière, mais un rituel suprême, de cohésion communautaire, où toutes les distances personnelles sont abolies. Pour maintenir ce mode de vie dans un environnement totalement dépourvu d'électricité et de réfrigérateurs, les habitants ont inventé des techniques de conservation rudimentaires, mais extrêmement efficaces. Au lieu d'utiliser des machines, ils se servent de peaux de courge sèches, de feuilles de maïs et de couches de terre compactées pour envelopper les aliments, empêchant ainsi les insectes et l'air d'entrer. C'est ainsi qu'ils affrontent la rigueur de la nature, transformant les matériaux les plus rudimentaires autour d'eux en un système de réfrigérateur biologique pour stocker de l'énergie durant les périodes de disette. Et pour que ces régimes de bananes puissent apparaître dans les marchés pauvres à travers le pays, le Burundi a mis en place l'un des systèmes de transport les plus étranges d'Afrique. Numéro 5. Les génies de la rue et la lutte pour le carburant. Oseriez-vous dévaler une pente à 80 km/h sur un vélo chargé de 250 kg de marchandises sans jamais utiliser les freins? Au Burundi, le vélo n'est pas simplement un moyen de transport, mais un symbole de statut social. Posséder un vélo ici équivaut à conduire une Rolls-Royce ou une Tesla dans les pays développés. C'est un passeport pour accéder à la classe des revenus. Les cargueurs locaux peuvent empiler sur leurs selles entre 100 et 250 kg de marchandises, principalement des régimes de bananes lourds. Pour gagner du temps et de l'énergie, ils n'hésitent pas à dévaler des pentes à des vitesses vertigineuses de 70 à 80 km/h sans même toucher aux freins. Lorsqu'ils rencontrent des pentes raides, ils choisissent une méthode encore plus risquée: s'accrocher à l'arrière des camions en mouvement pour se faire tracter. Un faux mouvement ou un nid de poule inattendu peut leur coûter la vie. Cette audace s'accompagne d'une créativité sans limite pour maintenir leur outil de travail. Dans un endroit où les pièces de rechange sont un luxe, les vélos en panne sont continuellement réparés par les habitants avec des branches, des cordes ou tout morceau de métal récupéré sur le chemin. Un vélo peut fonctionner pendant des décennies grâce à ce système de pièces artisanales issues de la nature. Les Burundais ont transformé ces vieux cadres en un réseau logistique robuste, supportant tout le flux de marchandises du pays sur des roues rudimentaires. La cause profonde de cette dépendance à la force humaine réside dans une pénurie énergétique sévère. Vous aurez du mal à imaginer que moins de 12% de la population burundaise a accès au réseau électrique. Cela signifie que la grande majorité des habitants vit dans l'obscurité totale lorsque le soleil se couche. La crise du carburant est encore plus terrible, avec le prix d'un litre d'essence sur le marché noir
pouvant atteindre 5 ou 6 dollars. Pour une personne vivant avec moins d'$1 par jour, ce prix équivaut à ce qu'un Américain paierait 500 dollars pour un litre d'essence. Cette pénurie transforme les stations-service en points d'attente infinis où les gens doivent faire la queue pendant 24 à 48 heures juste pour acheter quelques litres de carburant. Le gouvernement est contraint de prioriser l'approvisionnement en essence pour les transports publics afin de maintenir le flux de circulation. Posséder une voiture personnelle devient parfois un fardeau. Pour se déplacer entre les régions, les habitants doivent même payer pour s'asseoir à l'arrière d'un camion de marchandises ou se serrer dans un véhicule de police. Mais plus vous plongez dans le fonctionnement du Burundi, plus vous réalisez que ce pays ne se distingue pas seulement par sa survie. Même la manière dont le gouvernement contrôle la société suit des logiques très difficiles à imaginer pour le reste du monde. Numéro 6. Des règles hors du commun. Vous êtes en train de courir le matin avec un groupe d'amis pour vous maintenir en forme, mais vous êtes immédiatement arrêté par la police, car cette activité est considérée comme une menace pour la sécurité nationale. Au Burundi, c'est une réalité juridique qui existe depuis 2014. Le gouvernement a émis un décret étrange, les citoyens ne sont pas autorisés à courir en groupe dans les rues. La raison derrière cette interdiction est purement politique. Les autorités craignent que des groupes de jeunes, en bonne santé, se rassemblant pour courir, puissent facilement se transformer en manifestations ou en émeutes, visant à renverser le pouvoir. Alors que dans la plupart des pays, la course à pied, en groupe, est encouragée comme un mode de vie sain. Ici, elle est placée sous une surveillance stricte, considérée comme une activité militaire potentielle. Ce contrôle ne s'arrête pas aux jambes, il s'étend également aux oreilles et à l'esprit des citoyens. Pour empêcher ce que le gouvernement appelle l'invasion de la culture étrangère, les stations de radio et les espaces publics au Burundi limitent au maximum la diffusion de la musique pop occidentale. Ils privilégient absolument la musique traditionnelle et les contenus identitaires. Cela crée un espace culturel assez isolé, où les mélodies d'artistes mondiaux comme Taylor Swift ou Ed Sheeran deviennent quelque chose de très étranger pour la grande majorité de la population. Bien que vivant dans une pauvreté extrême, l'ordre social au Burundi présente une paradoxale réalité en matière de sécurité. Le système judiciaire ici applique des sanctions extrêmement sévères pour les petits vols, ce qui fait que le taux de criminalité de rue est bien plus bas que dans les pays voisins. Alors que dans les grandes villes d'Amérique du Sud ou d'autres pays africains, se faire voler est une routine quotidienne au Burundi. Vous pouvez vous sentir plus en sécurité en vous déplaçant dans les rues. La peur des lourdes peines a involontairement créé un bouclier protecteur pour les biens de la communauté de manière efficace. La conscience civique et la courtoisie se manifestent également de manière frappante aux intersections. Vous ne trouverez aucun feu de signalisation fonctionnel ici, mais ce qui est étrange, c'est que les conducteurs savent toujours comment gérer leur flux. Au lieu des klaxons assourdissants ou des luttes acharnées pour la priorité comme à New York ou au Caire, les automobilistes au Burundi s'arrêtent souvent pour se céder le passage, créant des embouteillages dans le silence et la sérénité. Le manque d'infrastructures technologiques semble avoir contraint les gens à développer une compétence de communication par le regard et une patience qui dépasse les limites habituelles. Et peut être qu'en raison de leur vie dans une société instable depuis si longtemps, les Burundais ont appris à placer leur confiance dans des valeurs tangibles et plus concrètes que n'importe quel billet de banque. Numéro 7. Des mesures de valeur étranges basées sur le bétail. Au Burundi, la richesse la plus fiable ne se trouve pas dans les banques, mais paie dans les champs. Dans ce pays, le plus pauvre du monde, les vaches ne sont pas simplement du bétail, mais une entité spirituelle, un cadeau sacré transmis par les ancêtres. Elles jouent le rôle d'unité de mesure de la richesse la plus précise, surpassant de loin tout billet de banque ou compte en banque. Alors que dans les pays développés, on utilise l'or, l'immobilier ou les actions pour stocker de la valeur. Les Burundais utilisent les vaches comme une sorte de monnaie étrangère, la plus stable depuis des siècles. Une vache en bonne santé peut conférer un statut social à toute une lignée, transformant son propriétaire en une personne influente au sein de la communauté. Cette vénération découle d'un besoin de survie sur les pentes escarpées. Le fumier de vache est considéré par les habitants comme une source de pétrole noir naturel, un engrais précieux qui maintient la fertilité des terres cultivées. Dans un contexte où les engrais chimiques sont un luxe coûtant des dizaines de dollars inaccessibles à la majorité, le fumier de vache est la clé pour sauver les champs de manioc et de maïs de l'appauvrissement. Sans cette source de nutriments, la famine s'installe.
C'est pourquoi prendre soin d'une vache revient à protéger la veine nourricière de toute la famille. La polarisation entre riches et pauvres dans la société burundaise se manifeste également de manière frappante à travers les cérémonies de mariage. Pour épouser une femme, un homme relativement aisé doit apporter une vache chez la famille de la mariée comme dot, un bien d'une valeur immense, comparé aux revenus d'environ $15 par mois d'un travailleur. En revanche, dans les couches les plus pauvres où posséder une vache est un rêve inaccessible. On doit se contenter d'une houe comme preuve d'engagement. Cet outil n'est pas seulement un cadeau mais la promesse la plus tangible du travail que le mari s'engage à fournir pour subvenir aux besoins de sa femme. Le lien entre l'homme et le bétail ici est si fort qu'il transcende les frontières de la vie et de la mort. Lorsqu'une vache meurt, le propriétaire ne jette pas tout, mais conserve les cornes pour les planter dans le sol, juste à côté de la maison, comme un rituel de chance, espérant que la prospérité ne s'éloigne pas. Même le meuglement des vaches, chaque matin, est considéré comme un bon présage annonçant une récolte abondante à venir. Les Burundais ont transformé un animal domestique en un totem, garantissant la survie et la foi d'une nation entière. Mais les vaches au Burundi ne symbolisent pas seulement la richesse, elles sont également directement liées aux rituels, à la musique et à l'esprit communautaire qui existe depuis l'époque des anciens royaumes. Numéro 8. Le patrimoine sacré du tambour, Ingoma. Les hommes de ce pays sont liés à des tambours en bois, pesant jusqu'à 100 kg, et au lieu de rester immobiles, ils les portent sur la tête, tout en réalisant des sauts de plus d'1 mètre. Le point focal de toute l'attention dans ce pays est l'art du tambour Ingoma, un patrimoine culturel, immatériel, reconnu par l'UNESCO. Ces tambours ne sont pas fabriqués industriellement, mais sont soigneusement sculptés à partir de troncs d'arbres anciens, recouverts d'une épaisse peau de vache, et pesant autant que les haltères les plus lourds des athlètes olympiques. Cependant, les artisans burundais ne se contentent pas de les soulever. Ils les portent sur la tête et exécutent des danses acrobatiques pleines d'énergie. Historiquement, c'était un privilège suprême, réservé aux hommes de lignée particulière, se produisant devant la royauté. Ils revêtent des costumes aux 3 couleurs blanc, rouge et vert, les couleurs du drapeau national, affirmant ainsi la force et la fierté de leur peuple devant le monde. Cette force musculaire n'est pas simplement une démonstration, mais l'âme de l'Umuganuro, la fête de la récolte, l'événement le plus important de l'année pour les habitants. Avant la fin de la monarchie en 1966, il s'agissait d'un rituel royal extrêmement sacré pour offrir aux divinités les premières graines de sorgho de la récolte. Alors que le son des tambours, Ingoma, résonne dans l'espace, vous verrez des femmes se rassemblant pour piler le sorgho à la main, tandis que les enfants se mêlent aux danses folkloriques joyeuses. C'est le moment où toutes les pauvretés sont mises de côté, laissant place à l'espoir d'une nouvelle année prospère et abondante. Au-delà des rituels nationaux, cette résonance pénètre même dans les villages reculés à travers le festival Kivoga. C'est un véritable espace communautaire où se déroulent des compétitions de tambours, de lutte et de danse entre les différents hameaux. Ce qui est vraiment spécial, c'est que les gagnants ne reçoivent aucune récompense monétaire. La valeur matérielle, ici, est de $0. Cependant, ils obtiennent la reconnaissance et le respect absolu des villageois. Une sorte de richesse spirituelle, plus précieuse que n'importe quel chiffre. Dans une société où le revenu quotidien est inférieur à $1, le fait que les gens se consacrent pleinement à ces valeurs immatérielles témoigne d'un esprit de solidarité indéfectible. Toutes ces valeurs communautaires et musicales atteignent leur apogée lors des mariages traditionnels, où le mariage n'est pas seulement l'affaire de 2 personnes, mais une grande célébration pour toute la famille. Ces festivités durent souvent plusieurs jours, avec des centaines de litres de bière de banane Urwarwa préparés pour accueillir les proches. Les femmes apparaissent dans de magnifiques tissus traditionnels, colorés, tandis que les hommes portent des chemises blanches éclatantes. Tous dansant au rythme des tambours entraînants. C'est le moment où l'hospitalité burundaise se manifeste de la manière la plus éclatante, prête à donner tout ce qu'ils ont pour organiser une cérémonie solennelle, transformant le jour de joie du couple en un souvenir commun pour toute la communauté. Cependant, derrière ces tambours résonnants et ces festivals communautaires, il existe des groupes de personnes qui semblent presque oubliées par la société. Numéro 9. Le peuple Twa. Des chasseurs des forêts profondes poussés sur le bord de la route. Que pensez-vous d'un peuple qui était autrefois le roi des forêts tropicales?
mais qui se retrouvent maintenant poussés sur le bord des routes asphaltées pour façonner des blocs d'argile et attendre chaque dollar des touristes. C'est la réalité des Twa, les plus anciens descendants de cette terre. Bien qu'ils ne représentent qu'1% de la population nationale, ils possèdent des caractéristiques physiques inconfondables, avec une stature petite qui les distingue complètement des tribus voisines. Un adulte ici mesure en moyenne entre un 4,0 m et un 5,0 m, soit à peine la taille d'un élève de primaire dans des pays développés comme les États-Unis ou l'Allemagne. Ces personnes sont les nains autochtones, ceux qui ont dominé la région du Burundi depuis des milliers d'années bien avant que d'autres vagues de migration n'arrivent. Tous leurs instincts de survie et leur structure sociale étaient conçus pour fonctionner parfaitement sous les voûtes des forêts tropicales denses. Au lieu de cultiver la terre comme 90% de la population restante, les Twa vivent entièrement de la chasse et de la cueillette. Pour eux, la forêt est un immense supermarché, fournissant tout de la nourriture aux médicaments. Ils possèdent des compétences de navigation dans la forêt profonde et connaissent chaque espèce d'arbre et d'herbe à un point tel qu'aucun expert en survie moderne ne peut les égaler. La rupture culturelle a commencé lorsque le gouvernement a décidé de fermer les forêts primaires pour les préserver et de déplacer toute cette communauté à l'extérieur. Ils ont été relogés dans des villages situés le long des routes nationales poussiéreuses. La perte de leur habitat naturel a transformé les chasseurs les plus aguerris en réfugiés sur leur propre terre. Ceux qui étaient habitués au silence de la forêt doivent maintenant apprendre à survivre au milieu du rugissement des camions qui passent chaque jour. Pour ne pas être exclus de la survie, les Twa ont été contraints d'abandonner l'arc et les flèches pour se tourner vers la poterie. Vous pouvez facilement croiser des groupes de Twa assis au bord de la route, façonnant minutieusement des vases et des bols artisanaux à vendre aux touristes de passage. Un produit fini peut parfois ne rapporter qu'1 ou 2 $, un prix dérisoire pour subsister au quotidien. Ce déplacement a non seulement entraîné la pauvreté, mais aussi l'effondrement d'un savoir-faire de chasse vieux de plusieurs millénaires, les transformant en une communauté vulnérable dépendante de la compassion des étrangers qui passent. Et pour comprendre pourquoi des communautés comme les Twa sont poussées à la marge de la société, il faut remonter à un chapitre de l'histoire extrêmement douloureux. Numéro 10. Les cicatrices coloniales du passé. Une petite carte d'identité, de la taille d'une main, a jadis été le verdict de mort pour 300 000 vies, et a plongé toute une nation dans une pauvreté extrême pendant des décennies. Avant d'être connu dans le monde entier comme le pays le plus pauvre de la planète, le Burundi était un royaume indépendant et fier, le royaume d'Urundi depuis le XVIIe siècle. Cette stabilité a commencé à se fissurer lorsque l'Empire allemand a annexé cette terre à l'Afrique de l'Est, puis est tombé sous le joug des colonisateurs belges après la Première Guerre mondiale. Pour faciliter leur domination, les Belges ont regroupé ce territoire avec le pays voisin du nord, le Rwanda, pour former la région de gestion du Rwanda, Urundi. L'abolition des frontières naturelles et le mélange de structures sociales différentes ont posé les premières pierres d'un foyer de conflit latent attendant d'éclater. Le tournant le plus tragique s'est produit en 1933, lorsque le gouvernement colonial belge a mis en œuvre une expérience sociale en introduisant un système de carte d'identité obligatoire, indiquant clairement l'origine tribale. Ils ont classé la population en Hutu ou Tutsi sur la base de critères anthropométriques flous, tels que la taille, la largeur du nez ou le nombre de vaches possédées par la famille. Une discrimination ethnique artificielle a été légalisée sur papier, transformant des voisins autrefois en paix en ennemis jurés sur le plan généalogique. Cette division a déclenché une guerre civile et un génocide horrible en 1993 entre les Hutus et les Tutsis. Pendant 12 longues années jusqu'en 2005, les coups de feu et la violence ont coûté la vie à environ 300 000 personnes. Pour mettre cela en perspective, ce chiffre équivaut à l'effacement de la population entière d'une ville comme Venise en Italie ou Orlando aux États-Unis en une seule guerre. Mais il ne s'agit pas seulement de sang et de larmes. L'ensemble des fondements sociaux, économiques, du Burundi a été complètement anéanti. Les écoles, les hôpitaux et les infrastructures commerciales ont été détruits, poussant les investissements internationaux à fuir ce pays, laissant derrière eux un vaste vide de pauvreté. Cette blessure historique a directement conduit à un PIB par habitant désastreux, ne s'élevant qu'à 200 à 300 $ aujourd'hui. La guerre civile prolongée a épuisé la main-d'œuvre et les ressources, faisant que le Burundi a complètement raté le coche du développement mondial pendant un demi-siècle.
Ce que nous voyons aujourd'hui d'un pays manquant d'énergie, de soins, de santé et de nourriture est en réalité le résidu d'une politique de division brutale du passé. Le peuple burundais paie encore chaque jour le prix de sa vie et de son avenir. Pour ses frontières ethniques, tracées sur une carte d'identité il y a près de 100 ans, bien que la guerre civile soit terminée, le Burundi moderne lutte encore pour reconstruire l'ensemble du pays à partir des décombres de son passé. Numéro 11. Un pays de cœur et le pari de l'urbanisme. N'oubliez pas que même si vous vous trouvez au centre économique le plus dynamique du Burundi, pour accomplir une procédure administrative avec le gouvernement, vous devez parcourir des centaines de kilomètres dans les régions isolées, des hauts plateaux. En 2019, le gouvernement burundais a entrepris une grande opération géopolitique en transférant officiellement la capitale politique de Bujumbura à Gitega. Situé sur les hauts plateaux centraux, Gitega joue désormais le rôle de cerveau qui dirige l'ensemble de l'appareil d'État. Ce n'est pas seulement le siège des institutions gouvernementales, mais aussi l'âme culturelle de la nation, abritant le musée national et préservant les valeurs historiques de l'ancien royaume du Burundi. En déplaçant les politiciens au cœur du pays, ils affirment leur souveraineté et renforcent leur contrôle sur la région centrale du pays. Cependant, la perte de statut politique n'a pas ébranlé le rôle de Bujumbura, car cette ville reste le pôle économique de toute la nation. En tant que ville la plus peuplée, Bujumbura possède une arme stratégique que Gitega n'aura jamais, le seul port en eau profonde sur les rives du lac Tanganyika. Environ 90% des échanges commerciaux internationaux du Burundi passent par cette porte d'entrée. Si Gitega est le centre opérationnel, Bujumbura est les mains qui génèrent directement les flux financiers et maintiennent la vie d'une économie déjà très fragile. Cette séparation est en réalité une stratégie d'aménagement visant à alléger la pression démographique qui pèse sur les infrastructures vieillissantes de Bujumbura. En déplaçant les activités administratives vers le centre, le gouvernement espère réveiller le potentiel économique des hauts plateaux et créer un développement plus équilibré sur l'ensemble du territoire. Ce modèle n'est pas étranger dans le monde. Il ressemble à la manière dont l'Afrique du Sud fonctionne avec Pretoria et le Cap, ou la Bolivie avec La Paz et Sucre. Cependant, pour un pays dont le revenu moyen n'atteint pas $300 par an, comme le Burundi, faire fonctionner simultanément deux capitales éloignées est un défi de coût extrêmement complexe. Cette décentralisation a engendré une vie urbaine pleine de paradoxes. Les politiciens travaillent au milieu des collines paisibles de Gitega, tandis que le monde des affaires et la grande majorité des travailleurs doivent se bousculer dans les marchés et les ports de Bujumbura. Le déplacement entre ces deux centres est devenu un défi logistique pour les habitants, alors que le système de transport présente encore de nombreuses limitations. Mais même si l'appareil administratif a été réorganisé, un autre problème continue d'étouffer silencieusement la vie des citoyens chaque jour. Numéro 12. Fantôme financier et les liasses de billets qui s'évaporent en valeur. Avez-vous déjà ressenti la sensation de tenir une liasse de billets épaisse dans votre main, mais dont le pouvoir d'achat réel s'évapore de moitié dès que vous franchissez la porte de la banque? Au cœur de l'économie de Bujumbura, la monnaie officielle, le franc burundais, coexiste avec un système financier souterrain puissant connu sous le nom de marché noir. Dans ce pays, le dollar américain n'est pas seulement une devise étrangère, mais un bien extrêmement rare recherché avec acharnement. La conséquence de cette pénurie a fait grimper le taux de change sur le marché libre à des niveaux 2 voire 3 fois supérieurs à ceux affichés par les banques d'État. Pour mieux comprendre, alors que dans des centres financiers comme Singapour ou Londres, les frais de change varient généralement de 1 à 3% au Burundi, cet écart a transformé la monnaie locale en un actif dévalué de manière désastreuse dans son propre pays. Ce choc de change a porté un coup fatal aux fonctionnaires et aux employés du secteur public. Bien qu'ils fassent partie de la classe intellectuelle, leurs salaires sont versés selon le taux officiel dérisoire de la Banque centrale. Une personne qui perçoit un salaire équivalent à $100 sur le papier se rend compte qu'en sortant au marché, où tous les produits sont évalués selon la réalité du dollar noir, son pouvoir d'achat réel ne s'élève qu'à environ $30. C'est cette situation qui pousse même les personnes ayant un emploi stable à lutter pour ne pas tomber en dessous du seuil de $1 par jour. En observant attentivement les rues autour du centre de la capitale, vous rencontrerez des changeurs d'argent opérant anonymement à l'ombre des vieux bâtiments. Pas de bureaux, pas de panneaux, toutes les transactions se font rapidement à travers des signes de main mystérieux et des sacs d'argent cachés.
Ils agissent discrètement pour échapper aux rafles des autorités. Mais ils constituent le seul flux vital permettant à la devise étrangère de s'infiltrer dans la vie des habitants. Pour les rares touristes qui mettent les pieds ici, accéder à des liquidités est également un casse-tête risqué. Quelques distributeurs automatiques internationaux peuvent facturer des frais de transaction exorbitants allant jusqu'à $20 pour un retrait de $500. Ce montant est suffisant pour nourrir une famille burundaise pendant plus d'un mois, mais il est englouti par le système bancaire en quelques secondes en raison de l'isolement de l'économie nationale du reste du monde. Apporter une valise remplie de monnaie locale, juste pour échanger quelques billets de dollars américains, est devenu une compétence de survie que quiconque souhaitant faire des affaires dans cette région doit maîtriser. D'un côté, il y a la pauvreté, la guerre, la crise énergétique et l'isolement du monde extérieur. De l'autre, il y a l'hospitalité, l'esprit communautaire et la capacité d'adaptation presque extraordinaire du peuple burundais. D'un côté, il y a des cicatrices coloniales qui ne se sont jamais complètement refermées. De l'autre, il y a une nation qui continue de chercher à reconstruire son avenir avec ses propres mains nues. Peut-être que le Burundi est un rappel très fort que lorsque l'humanité est poussée à ses limites de survie, ce qui les aide à tenir le plus longtemps n'est parfois ni l'argent, ni la technologie, mais le sentiment de ne pas être laissé seul. Mais le Burundi pose également une question très importante. Une nation peut-elle continuer à maintenir cet optimisme et cet esprit communautaire aussi longtemps que la pauvreté perdure à travers plusieurs générations? Et si un jour, Burundi se développe réellement et se modernise ce pays, pourra-t-il encore conserver cette âme communautaire qui les a aidés à survivre jusqu'à aujourd'hui? N'hésitez pas à laisser vos réflexions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a amené à voir le Burundi et la force de survie de l'humanité sous un autre angle, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous accompagner dans nos prochaines explorations.